16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui. Et on revient à la normale jusqu'à 16h30 avec mon invité, humoriste, acteur et chanteur chevalier de la Légion d'honneur. Michel Leb est actuellement à l'affiche de sa pièce Les Pigeons au Théâtre des Nouveautés qui a déjà accumulé plus de 50 000 spectateurs aux côtés de Francis Huster, Chloé Lambert et Philippe Vieux. Une pièce où les égos se confrontent et où les acteurs se révèlent, à moins qu'ils ne soient que des personnages. L'occasion, comme toujours, de découvrir ou redécouvrir notre invité aujourd'hui en direct sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Michel Leb. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Je tiens à dire que vous êtes arrivé dans nos studios. Beaucoup de gens étaient autour de vous. C'est très agréable d'être avec vous. Et puis comme je dis toujours ce qui se passe en off dans cette émission, alors je suis sincère. Et vous avez mis une pièce dans la Tzedaka. Bien que vous ne soyez pas de la communauté, et ça je tiens à le préciser parce que beaucoup m'ont dit « Mais les juifs !» J'ai dit « Mais non !» J'ai dit « Mais si !» Il mériterait de l'être. Il mériterait de l'être, et ça c'est bien dit. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir votre actualité, mais aussi tenter de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et alors je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Moi C'est moi qui les donne les mots. Eh oui. Ah, mais c'est beaucoup plus difficile que j'imaginais là. Je pensais que cette émission était décontractée, mais tout d'un coup c'est extrêmement difficile. Donc il va falloir que je réfléchisse bien calmement à ça. Alors, altruiste, tolérant et curieux. Curieux. Eh bien, on va voir ça dans un instant. On va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Mais d'abord, le début, toujours le début. Michel-Édouard Nicolas Leb. Vous êtes né un 23 avril à Cologne, en Allemagne. Vous êtes le fils de Claude Leb, ingénieur en métallurgie d'origine allemande, et fils de Mafalda Forno, mannequin, hôtesse et interprète d'origine italienne. Aujourd'hui, avec le recul de la vie, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez évolué ? J'ai eu une enfance jusqu'à l'âge de 10 ans absolument merveilleuse, avec des parents qui s'aimaient, qui étaient donc aimants aussi, avec une frangine adorable. Voilà, on était une famille très heureuse jusqu'au moment où ça a pété complètement, c'est-à-dire que mes parents ont divorcé, et ça a été comme un cataclysme, vraiment, dans notre famille, et surtout dans l'environnement dans lequel je vivais, où tout baignait dans le bonheur. Et tout d'un coup, ça a été le malheur total. Ça a été assez difficile à vivre. Car mes parents ont décidé, pour éviter que nous soyons trop pris par ce chaos, prisonniers de ce chaos, de nous mettre en pension. Donc, en fait, ils nous ont mis en prison. Dans notre esprit, ma sœur et moi, on est allés en pension, donc très loin de la famille, à 100 km de la maison. Pour nous, c'était le bout de la terre, quoi. On était là, carrément... on était éloignés de la cellule familiale, ce qui était assez intolérable, assez difficile à vivre. Et puis bon, le temps est passé, j'ai fait des études à peu près normales jusqu'à ce que je me retrouve en fac, et puis voilà, donc après ça s'est calmé. Mais au départ, l'enfance a été belle jusqu'à 10 ans. Après quoi, ça a été compliqué jusqu'à 17 ans. Donc une jolie construction d'enfant. En tout cas, les années considérées comme les plus importantes sont celles avant 8 ans, oui. A priori. Ah ben là, voilà, celle-là, c'était donc, très bien. Tout va bien. Oui. Et c'est vrai qu'au divorce de vos parents, vous êtes d'abord placé en pension chez les Jésuites au collège Saint-François de Sales à Évreux. Vous rejoignez le collège Saint-Gabriel à Bagneux. Et c'est là qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans votre vie, parce que vous savez, on regarde souvent le verre à moitié vide et on oublie de le regarder à moitié plein. Et là, vous découvrez un pouvoir humoristique qui va faire la personne que vous êtes devenue, mais c'est un déclic. Oui, c'est-à-dire que voilà, je me suis rendu compte que je faisais rire mes petits copains de classe. C'était un moyen pour moi de m'évader, de fuir ce collège et de rêver, quoi, et d'inventer des histoires. Et pendant la récréation, au lieu d'aller jouer au foot ou au basket ou quoi, je m'arrangeais pour que les élèves, qui étaient mes copains, mes potes, m'écoutent, et je racontais l'histoire c'est comme des mini-séries, c'est-à-dire je disais la suite à la prochaine récré, et ainsi de suite. Et donc pendant ce temps-là, j'inventais
la suite, évidemment, j'improvisais complètement. C'est des petits one-man show en cours de récré, quoi. Ouais. Avec des personnages, des choses comme ça. Et mes potes, ils adoraient ça, ils étaient contents. Et ils disaient, alors la suite, vas-y, raconte la suite. Et je jouais évidemment pas je ne jouais pas au foot, je jouais pas au basket. Ça, c'était la hantise des profs qui voulaient que les élèves fassent du sport et du sport. Bon, bref, je faisais pas de sport, mais je racontais des histoires. Et c'est comme ça que j'ai découvert que je pouvais faire rire les copains. Et il y a quelqu'un qui va vous faire confiance, en tout cas qui va déceler votre talent. C'est un professeur de français, Ouais. Pierre Gillet. Oui, Pierre Gillet. Et lui, il vous fait jouer. Ah oui, il me fait jouer parce qu'il trouvait que j'avais un tempérament. Puis alors, il faisait une chose, c'est que on faisait des compositions de récitation, c'est-à-dire que on apprenait des tas de récitations, de La Fontaine, de choses comme ça. Et pendant les compos, on appelait ça une compo, il y avait un chapeau et on tirait sur des petits bouts de papier, on tirait les récitations à dire. Par exemple, il y avait les fables de La Fontaine. Ce qui vous a inspiré Et d'ailleurs. il m'a inspiré beaucoup. Alors, clac, il disait, bon, alors, Michel Leb, venez voir, bon, on va le garder pour la fin, Michel Leb, parce qu'il savait que j'adorais raconter les histoires. Plongez là-dedans, et je plongeais ma main dans le chapeau dans lequel il y avait des titres de fables de La Fontaine. Le corbeau, et le renard, la grenouille, etc., qui veut se faire... Et le chat, la coche et la mouche, le coche et la mouche, et des choses comme ça. Et je m'éclatais à jouer tous les personnages. Michel Leb, je vous entends parler. Je sais que vous avez fait un livre sur les fables de La Fontaine avec Ouais. une lecture. Ouais. Finalement, c'était pour satisfaire le petit Michel. Comment encore le C'est-à-dire bouquin? qu'il y a il y a quelque chose en vous Oui. de votre enfance qui est ressorti mais là-dedans. Moi, surtout, j'essaye de me rapprocher le plus possible de l'enfance. Et ouais. Plus je vieillis, en fait, c'est ça. Mm. La sagesse dont on parle, est-ce que c'est pas essayer de devenir ce qu'on est? Et ce qu'on est, c'est un grand enfant. Voilà. Ça me plaît beaucoup comme réponse. Merci. Vous allez obtenir une maîtrise de philosophie à la Sorbonne, matière que vous enseignerez avant de vous lancer définitivement dans une carrière d'humoriste. Ce passage va drôlement vous inspirer et vous démarrez une carrière après ce professorat de philosophie avec une imitation de Jerry Lewis, cette fameuse machine à écrire. Vous avez 27 ans. Et alors on m'a raconté une anecdote, mais je veux savoir si elle est vraie ou pas, avec ce fameux Jerry Lewis que vous avez rencontré. Oui, bien sûr, oui. Et j'ai envie que vous la racontiez. C'est-à-dire que je voulais rencontrer Jerry Lewis, il était à l'Olympia, c'était en 75 ou 76, il était à l'Olympia et j'avais une passion pour lui parce que j'avais vu tous ses films, avec Dean Martin, tous les films où il jouait en duo avec lui. Et quand j'ai su qu'il était à l'Olympia, je dis, il faut absolument que j'aille le voir. Mais pour accéder aux coulisses et aux loges, etc., derrière la scène de l'Olympia, il fallait des passes, quoi. Alors j'avais acheté un petit appareil photo, j'avais mis sur l'endroit du cœur une espèce de petite plaquette avec mon nom. Je me faisais passer pour un journaliste belge du journal Le Soir, qui est un journaliste belge, un journal belge, et avec un petit appareil photo bidon, c'est-à-dire si t'appuyais dessus, il y avait de l'eau qui sortait, enfin bon, peu importe. Et finalement, je suis tombé sur son attaché de presse dans les coulisses derrière l'Olympia. Et il me dit, qui vous êtes? Je suis un journaliste de Bruxelles, je suis venu spécialement pour rencontrer monsieur Lewis, Jerry, et je voudrais bien lui parler. Alors il me dit, bien sûr, monsieur, entrez, etc. Et puis, à l'époque, on avait plus facilement accès aux loges, et donc elle ouvre la porte de la loge de Jerry, et elle dit, il y a un journaliste là, un journaliste belge. Et Jerry dit, faites-le rentrer, et je rentre, et je me retrouve dans la loge de Jerry, avec... la gueule enfarinée, le sourire, dire, je suis très content, mais franchement, je ne suis pas journaliste, je tiens à vous le dire, je suis juste qu'un fan, quoi. Voilà. Et il faut me pardonner d'avoir utilisé ce procédé qui est pas très louable, je reconnais. Il me dit, mais c'est génial, au contraire, ça me fait plaisir. Et il a été tellement sympa. Et il me dit, alors tenez, voilà, j'ai des cadeaux pour vous. Alors, Jerry, il avait une qualité, c'est qu'il faisait des cadeaux à tous les amis, tout le temps. Alors, il m'a offert des posters, il m'a offert des petites bricoles, des statuettes où il est représenté, des pins, toutes sortes de choses. Et donc, j'étais très, très heureux de ça. Et je lui dis, écoutez, je suis très flatté, vous me faites plaisir. Mais vous savez, je suis tous les soirs en scène. Et j'étais en scène à Paris dans un truc qui s'appelait le Parnassien, qui est au-dessus de la gare Montparnasse. Je crois plus que ça n'existe. Je crois plus que ça existe.
Et c'était une pizzeria. Et je lui dis, je suis en scène là, avec 3 autres personnes. Il y avait Patrick Sébastien, il y avait Garcimore, il y avait 2-3 personnes. Et je lui dis, je passe là vers 11h. Il dit, mais moi, je vais venir. Je lui dis, ah non, faut pas venir parce que c'est petit. Puis c'est une pizzeria où on mange et puis une toute petite scène. Il dit, mais je vais venir, je veux voir ce que vous faites. Formidable. Alors je lui dis, bon. Et je préviens donc le directeur de ce pharmacien. Qui va potentiellement venir. Et je lui dis, il y a Jerry Lewis qui va venir. Donc il m'a promis de venir. Oui, c'est ça. Et la reine d'Angleterre aussi. Ah, je sais pas, on va voir la reine d'Angleterre. Mais en tout cas, c'est possible, pourquoi pas. Alors vas-y. Je commence mon spectacle et pendant le spectacle, qui je vois arriver au fond à 11h30 par là, je vois arriver Jerry Lewis avec... C'est formidable. Mais je suis sur le cul carrément. Je croyais pas ce que je voyais. Je fais mon spectacle, je fais mon imitation de Jerry et tout ça, la machine à écrire et tout. Et après, bon, je vais m'asseoir à côté de lui parce qu'il y avait un petit restaurant, on mangeait quoi. Et je vais m'asseoir à côté de lui. Et là, il me regarde et il me dit, bon, bravo. Ce qu'il faut, c'est surtout continuer ce métier. C'est beau. Alors ça... Et c'est ce que vous avez fait. Il y a quelqu'un d'autre qui a cru en vous aussi. C'est qui Charles. s'appelle Charles. Charles Aznavour, oui. Oui, Charles Aznavour, c'est bien d'en parler, parce que bon, c'est grâce à lui, effectivement, si j'ai pu vraiment être sur scène complètement. Il m'avait vu dans une pub à la télé pour Bégon jaune et Bégon vert, où je faisais crac et je me mettais à 4 pattes. Et quelquefois en scène, il y a des gens qui me le demandent. Je dis, attendez, vous rigolez, je suis plus tout jeune, je ne me mets pas à 4 pattes maintenant. Vous vous rendez pas compte. Et alors, et Charles me dit, je vous ai vu à la télé, il faut que vous me fassiez ça sur scène. Je lui dis, pas question que j'allais faire avec 4 pattes. Il me dit, vous faites autre chose? Je dis, oui, j'ai un one-man show, mais il dure quoi, une demi-heure, c'est pas très long. Il dit, moi, ça me suffit. Je suis ravi, je suis content. Charles, j'ai dit, bon, allez, génial. Et on part en tournée 6 mois, t'imagines? La joie que c'est pour un mec qui débute, quoi. De partir 6 mois en tournée avec Charles Aznavour. C'est magnifique pour vous et c'est d'autant plus louable de sa part parce que lui n'a pas franchement été aidé dans sa carrière, ça a été compliqué. Oui. Et de voir que ces gens-là nous tendent la main, peut-être comme ils auraient voulu qu'on leur tende à eux, et ben c'est d'autant plus... c'est d'autant plus beau de sa part. Effectivement. Vous devenez célèbre Michel Leb au début des années 80 grâce à vos imitations et caricatures de plusieurs origines, des personnalités aussi variées que Jean Gabin, Gérard Depardieu, Édouard Balladur ou encore Julio Iglesias. Vous allez devenir une vedette de l'humour, notamment avec une émission trimestrielle, certains Leb Show, le samedi soir sur Antenne 2. On va en parler longuement, évidemment, dans la deuxième partie de cette émission, vous verrez. Vous recevez le Grand Prix de l'humour décerné par la SACEM pour un spectacle solo qui est vu par 100 000 spectateurs et plus. L'Olympia devient votre terrain de jeu. Plusieurs spectacles, Qu'est-ce que sexe, Tout ce que j'aime, 40 ans, Ilharmonic Show aujourd'hui, avec encore une fois le recul de la vie. Que dirait le petit Michel de ce parcours d'humoriste de prime abord? Eh ben, il est content, il est fier, il est heureux de voir cette carrière aussi différente et riche d'aventures différentes à chaque fois. Et et puis il a le petit Michel Leb, une passion dans la vie, c'est le jazz, la musique. Et ça, il peut pas s'en passer de ça. Et voilà, donc ça s'additionne. Et tous mes spectacles à l'époque déjà étaient truffés de musique. Il y avait pas que des sketchs et des textes. Il y avait de la musique et c'était toujours avec un orchestre. Vous voyez qu'on va vous servir dans cette émission. Vous verrez, elle est pleine de surprises. Mais une sempiternelle question que j'ai envie de vous adresser parce que le temps passe et les années faisant, on se dit que quand on regarde l'humour d'avant, l'humour de maintenant, il y a des ponts et il y a parfois des murs. On pouvait rire de tout, on pouvait peut-être pas forcément rire de tout à l'époque où vous avez démarré vous. En tout cas aujourd'hui, et puisque j'ai reçu l'humoriste Laura Domange hier qui nous expliquait déserter en ce moment les plateaux d'humour qui se transforment davantage en scène politique avec notamment l'actualité au Proche-Orient. Est-ce que ça pour vous, c'est effrayant, c'est normal? Quel est votre ressenti? C'est une bonne question parce que c'est vrai que à l'époque, dans les années 80, on était invité partout. Partout dans toutes les émissions, ça allait de Drucker, Guy Lux, je sais pas, enfin beaucoup d'autres émissions. Et là, c'est vrai que aujourd'hui, on peut plus faire les mêmes sketchs. Ça se comprend parce qu'il y a des communautés qui peuvent être froissées, choquées, que ça dérange. Je comprends très bien. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut faire attention où on met les pieds, je dirais, et c'est très bien. Moi, ça ne me gêne pas particulièrement puisque j'ai carrément changé
registres et de modes d'expression, puisque je fais vraiment beaucoup de théâtre maintenant. Et j'ai laissé tomber complètement le one-man show. Dans 1 an et demi, 2 ans, je reviendrai avec un seul en scène, mais où il y aura plus tous ces sketchs que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Ce sera un retour sur soi, une espèce de photographie de 50 ans de carrière. Bon, comme on est en train de le faire. Voilà. Donc là, ce sera très différent. Mais le one-man show me manque, hein, c'est-à-dire être seul en scène face à un public, c'est quelque chose de formidable, parce que c'est une vraie bagarre, quoi. C'est une vraie, comment on appelle ça, c'est un challenge à chaque fois. Mais le moyen d'expression doit changer. Le moyen d'expression doit changer, oui, bien sûr. Puis alors, c'est pour ça que le théâtre, c'est formidable, parce que vous dites des textes qui sont pas forcément les vôtres, sauf les pigeons, puisque ça, c'est mon texte. Et on y vient dans un instant, justement. Le théâtre, la télévision, le cinéma vont bien sûr vous faire les yeux doux, et on va transitionner de cette manière. Vous allez asseoir cette casquette d'amuseur dans le même temps. D'abord, un court-métrage. L'amour, c'est du papier que vous écrivez et réalisez. Puis vous rachetez les droits d'auteur de Madame Doubtfire, que vous adaptez au théâtre. Il y a cette volonté dans votre carrière, très sincèrement, Michel Leb, d'être maître de ce que vous dites et de ce que vous faites. Bah oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus sincère, c'est authentique, ça vient de vous, c'est votre choix, c'est votre engagement. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas déléguer. C'est pas possible. Et pendant de nombreuses années, on a fait des choses, même au théâtre, qui vous appartenaient pas, mais vous avez choisi de les jouer. Par exemple. Le Tombeur, c'est Robert Lamoureux. Et quand vous choisissez de jouer 12 hommes en colère, c'est un engagement. C'est vrai. Civique. C'est vrai. Pour ce Tombeur, nous sommes en train de vous écouter chanter pendant que nous parlons, juste avant de parler des pigeons. On vous voit autant au théâtre et à la télévision dans le Tombeur, vous l'avez dit, de Robert Lamoureux. Est-ce que vous pensez que c'est l'œuvre artistiquement qui vous représente peut-être le mieux, ou pas? Le Tombeur ? Non. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on vous retrouve aujourd'hui dans la pièce que vous avez écrite, Les Pigeons, avec cette petite attitude quand même de tombeur, si je peux me permettre, hein, parce que on le ressent. Oui, vous êtes un homme à femme évidemment dans cette pièce-là. Vous êtes sur scène également aux côtés de Francis Huster, de Chloé Lambert et Philippe Vieux, que j'ai trouvé formidable aussi génial, à vos côtés. Génial, je sais pas si on peut le dire, ce qui va se passer. Si. Alors on va commencer par le début. Il est exceptionnel, mais on va y venir. Vous êtes de toute façon que des acteurs merveilleux sur scène. C'est une reprise depuis le 29 septembre jusqu'au 25 novembre au Théâtre et des Nouveautés, en tournée ensuite dans toute la France à partir de janvier. Et en premier plan, est-ce qu'on peut dire que c'est un état des lieux de la vie d'acteur? Ouais, c'est une bonne image au départ en tout cas. Au départ. Parce que c'est vrai que ce sont 2 acteurs qui ont bourlingué depuis 40 ans, qui se connaissent et ne sont jamais parvenus au stade de star. Ils sont toujours restés, vous savez, ce sont des acteurs qui disent mais je connais lui là, mais c'est quoi son nom? On le voit souvent, mais on sait pas dire un nom on sait pas quel nom il a. Et ça, c'est effectivement, c'est fréquent ça dans ce métier. On voit leur tête, on les voit partout, mais comment ils s'appellent? Et c'est un peu ces 2 mecs-là, ils sont un peu comme ça. En 40 ans de carrière, ils n'ont jamais réussi à être des stars. Ils sont partout et nulle part. Voilà. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce, mais je vais quand même expliquer que c'est l'histoire de Serge Weiss et de Bernard Deschamps. C'est, oui, comme vous l'avez dit, des acteurs de second plan. Ils ont débuté ensemble il y a 40 ans et c'est la première fois qu'ils se retrouvent sur le même casting, le casting d'un film. Ils sont étonnés, ils discutent alors de se retrouver là, ils discutent ensemble, ils évoquent leurs souvenirs, ils se taquinent. Mais quand on leur apporte le texte de l'audition, c'est plus tout à fait la même histoire. Extrait. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Moi je suis là pour le casting. Hein. Moi aussi. Je crois que c'est la première fois. Quoi la première fois? La première fois qu'on passe un casting tous les 2. J'ai fini les 3 jours de tournage des films de Junio. Gérard? Non, Lucien. Et là, on me propose une pièce avec Lucchini. Fabrice? Non, Jean-Claude. T'es rien du tout, Serge, t'es pas une star, t'es que dalle. T'es juste un acteur qu'on prend de temps en temps pour donner la réplique à un autre, c'est tout. Pardon, quelquefois j'ouvre une porte, je dis une réplique et je ferme la porte. C'est ce que je viens de dire. J'ai assez bourlingué pour plus perdre mon temps à jalouser les autres. L'auteur de ce scénario, et il se sert de quelque chose qui nous concerne tous les 2. La pièce démarre alors avec un Francis Huster survolté. Et vous dans un calme olympien. Et on voit alors, j'ai envie de dire, que peut-être la fiction dépasse la réalité, parfois l'inverse, mais on voit 2 acteurs français, un qui vient de la comédie française, et j'ai envie de dire vous, dans un esprit beaucoup plus contemporain, et vous vous affrontez sur scène. Il y a ça aussi.
Oui, il y a ça aussi, mais oui, effectivement, on a deux univers très différents. La comédie française, c'est tout un truc avec des classiques, avec d'abord une régie et comment dire, c'est une société à part, la comédie française, tous ces acteurs qui vivent entre eux et qui se tirent la bourre, et puis il y a même des histoires terribles, difficiles entre eux. Et puis moi qui viens du one man show et qui viens un peu du jazz et du stand-up comme ça, donc c'est vraiment deux écoles très très différentes. Et Francis, qui est un acteur merveilleux, a été obligé de se fondre dans cet univers-là de théâtre, de comédie un peu populaire comme ça en même temps, mais même si c'est pas une comédie très très populaire, mais de se retrouver dans un théâtre comme celui-là, Les Nouveautés à Paris, qui est un théâtre très populaire, quoi. Donc voilà. Mais la comédie française aussi c'est populaire, sauf que les textes sont des textes classiques, les trois quarts est difficile, bon, etc. Mais là, Francis, il a trouvé une sorte de liberté et qu'il n'avait pas avant. Et ça fonctionne très bien. Oui, ça fonctionne. Vous avez dit il y a 2 secondes, ça se tire la bourre à la comédie française. C'est amusant parce que c'est ma transition. Il y a dans vos échanges sur scène tellement de vérité, comme ce dialogue où on confond l'homme du comédien. Vous dites, on est en compétition toute la vie, mon vieux. Et Francis Huster vous répond, c'est épuisant cette bagarre. Est-ce que cette vérité, elle est propre vraiment aux acteurs dans la vraie vie? Parce que j'ai souvent la sensation qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance. En général, ouais. Bienveillance, oui, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une bagarre permanente pour arriver à prendre un rôle. Alors quand vous êtes à un certain niveau, ça va, mais quand vous débutez, surtout aujourd'hui, ça devient extrêmement difficile. Comme mon fils Tom, bon, lui, il se débrouille parce que je sais pas comment il se débrouille. C'est moi, mais en mieux, mon fils, hein. C'est moi, mais en mieux. Mais enfin, bon, voilà. Mais aujourd'hui, ça, c'est joli quand même. Oui, c'est la vérité. Mais il a tous les talents de la terre et surtout, voilà. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué de faire ce métier parce qu'il y a beaucoup de prétendants et il y a très peu d'élus, quoi. C'est très difficile. Il y a énormément de monde tout le monde veut chanter, tout le monde veut jouer la comédie, tout le monde veut faire du cinéma, tout le monde. Donc il y en a 10 fois trop. Regardez Mathieu est pareil. Mon petit Mathieu qui est mon attaché de presse, ben, il rêve que d'être une star du cinéma. Il y arrivera jamais. Mathieu nous regarde, donc on l'embrasse très fort. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je suis sûre qu'il aura un grand talent. Moi, j'en suis certaine, mais je l'aime voilà, beaucoup. Oui, bon, ça y est. Ça. Restez avec nous, on continue cette émission avec Michel Leb. Dans un instant, on poursuit cette interview autour de la pièce Les Pigeons. Et puis nos chroniqueurs David Schweger et Annabelle Guiraud nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. « 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Au 20e jour de guerre en Israël, l'alerte à la roquette retentit dans la région de Zekim. Peu après une autre alerte à Ashkelon, Ashdod et à Netivot il y a quelques minutes. Cela fait suite à un barrage de missiles lancé sur la zone depuis la bande de Gaza. Hier soir, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a confirmé la préparation d'une offensive terrestre contre le Hamas à Gaza. Il a dans le même temps reconnu une part de responsabilité dans le massacre du 7 octobre commis par l'organisation terroriste. Le ministre de la Justice Yariv Levin et le ministre de l'Intérieur Moshe Arbel tiennent en ce moment une réunion sur la question du refus de citoyenneté et de résidence à ceux qui soutiennent les actes terroristes. Yariv Levin et Moshe Arbel espèrent pouvoir retirer prochainement leur citoyenneté aux terroristes et à leur soutien. Les dirigeants européens vont débattre cet après-midi d'un appel à une pause humanitaire lors d'un sommet à Bruxelles pour acheminer de l'aide dans l'enclave palestinienne. De son côté, l'Assemblée générale de l'ONU se réunit en fin de journée pour un débat d'urgence sur la guerre Israël-Hamas. Enfin, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a annoncé ce matin qu'il allait interdire la manifestation de soutien aux Palestiniens prévue samedi, place de la République dans la capitale. Les organisations qui ont déposé la déclaration pour la manifestation de samedi peuvent laisser à penser qu'elles soutiennent le Hamas, a-t-il fait valoir. Et merci
beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on retourne dans notre émission avec Michel Leb et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle. Bonjour, c'est Jacques Pradel. Pourquoi des gens ordinaires commettent-ils parfois l'impensable ? Avec ce nouveau magazine, je vous emmène au cœur des plus grandes enquêtes. Récits, décryptages, témoignages. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle chez votre marchand de journaux. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J avec mon invité aujourd'hui Michel Leb pour la pièce Les Pigeons avec Francis Huster, Chloé Lambert et Philippe Vieux jusqu'au 25 novembre au Théâtre des Nouveautés, en tournée dans toute la France à partir de janvier 2024. Et puis forcément on parlait de cette pièce Michel Leb où deux acteurs qui ont délaissé leur vie d'homme finalement pour se consacrer à leur art. Surtout vous dans le rôle de Bernard, et comme vous avez écrit cette pièce Michel Leb, je ne peux que vous demander s'il y a une partie vraie. Dans la pièce, il y a une partie vraie dans la pièce. Non, pas vraiment, parce que je n'ai pas souvenir de m'être battu avec un adversaire pour réussir à avoir un rôle. Non, je sais pas. Mais je pense souvent à tous ces acteurs qui voudraient vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, faire ce métier. C'est extrêmement difficile aujourd'hui. Et donc, j'ai de la compassion et de l'amitié et de la tendresse pour tous ceux qui veulent vraiment y arriver, alors que c'est aujourd'hui 1000 fois plus dur qu'il y a quelques 10, 15, 20 ans. C'est très compliqué. Mais bon, ça m'est jamais arrivé de me retrouver dans cette situation-là avec un rival du même âge dont on se connaissait depuis soit 40 ans. Non, ça m'est jamais arrivé cette situation-là. Puis être pigeonné comme ça m'est jamais arrivé non plus. Quel conseil vous pourriez donner justement à ces gens qui ont envie de faire ce métier ? Et il faut qu'ils prévoient autre chose. Parce que c'est trop difficile. Aujourd'hui, il faut qu'ils fassent autre chose. Il faut qu'ils cherchent s'ils peuvent faire autre chose, parce que je trouve que c'est compliqué. L'idée, ce serait peut-être de faire deux choses en même temps en essayant de voir si peut-être ce métier oui, ça peut être possible aussi. Et peut-être aussi beaucoup trop s'accrocher et peut-être que ça marche aussi. C'est vraiment un métier difficile. Encore une fois, deux profils opposés, deux comédiens que tout oppose dans leur manière de jongler entre leurs rêves et leur vie. L'un se moque de voir grandir son fils qui a 35 ans, qui habite en Australie avec sa femme et qui vient d'être papa. Et l'autre, Serge Francis Huster, stocke précieusement les photos dans son téléphone comme des souvenirs précieux, comme une volonté de laisser quelque chose, une trace, quand vous finalement, Michel Leb, vous les gardez dans votre tête. Et il y a cette phrase à retenir que j'ai trouvée très forte dans la pièce: à force de regarder en arrière, on finit toujours par être négatif. Vous regardez toujours devant, Michel Leb. Oui. Oui, de vous dire dans la vie, toujours, toujours devant. Même si on sait qu'on est devenu ce qu'on était, c'est-à-dire à la recherche de l'origine, à la recherche du début, du commencement. C'est ça qui me préoccupe moi toujours, mais même en philosophie, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont les origines profondes de ce que nous sommes. Et dans cette pièce, justement, moi je regarde pas, j'évite, je fais dire à Francis Huster, il faut pas regarder en arrière, parce que quand on regarde en arrière, on n'avance plus. Même si, dans ma nature profonde, j'aime bien regarder en arrière, parce que je suis toujours nostalgique de tout. J'ai la nostalgie permanente. J'ai le bouquin de je sais plus qui, La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, c'était un bouquin très très beau livre, mais je suis nostalgique de tout. Alors pas de tout ce qui est beau, de ce qui est bien, pas de tout ce qui est moche, mais moi j'ai la nostalgie de mon enfance, et pas de mon enfance parce qu'elle n'a pas été très bien, mais j'ai la nostalgie de l'enfance de mes enfants, parce que quand ils étaient enfants c'était sublime.
Parce que ils ont commencé par avoir 6 mois. Moi, j'ai eu 6 mois aussi. Quand ils ont eu 1 an, j'avais 1 an. Quand ils ont eu 3 ans, j'ai eu 3 ans. Quand ils avaient 10 ans, j'avais 10 ans. Et j'ai grandi avec eux parce que j'ai été en parallèle toujours. Ma femme aussi d'ailleurs. On était en parallèle avec leur âge. Aujourd'hui, ils ont 40 ans. Mon fils est à 36 ans, 33 ans. Ma fille aînée a 36 ans, Fanny. Elsa, elle fait du cinéma. Elle est vraiment aussi. Ils sont dans la vie tous les jours. Ils se battent tout le temps. Et je suis comme eux. Je les pousse tout le temps. Vous savez, moi j'ai ce proverbe que je dis toujours à mes enfants, je leur donne des racines profondes pour qu'ils puissent s'envoler. C'était ça au départ, l'idée. Et donc c'est ça l'origine de tout ? Oui, bien sûr. L'origine de tout, c'est d'abord les racines. C'est où est-ce qu'on est né, pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait, comment, etc. Quel est le pilier, le fondement même de ce que nous sommes. C'est ça qui m'intéresse. Et votre réponse à vous profonde, c'est laquelle, Michel Leb ? Je pense qu'on est à la recherche toute sa vie de ce qu'on est. Et donc c'est très, très compliqué pour certains. Plus facile pour d'autres. Quand on écrit, par exemple, c'est plus facile parce qu'on a beaucoup d'introspection. On va vers soi tout le temps. On essaye de s'approfondir constamment et de trouver une raison d'être constamment. Parce que le but, c'est ça, c'est de savoir pourquoi et comment. On vient de me souffler quelque chose que je veux vous dire. Dans le judaïsme, on dit aux enfants, on leur donne des racines et des ailes. Ah oui, c'est ça. Et c'est à l'image totalement de ce que vous venez de nous dire. Donc je pense qu'il y a une origine à trifouiller. Mais d'ailleurs, je vais me convertir. Après, en sortant d'ici, je me convertis, on n'en parle pas. Ah bah là, je veux dire, il y a de quoi faire. Hein. On va vous trouver quelqu'un. On va appeler Chaim Nissenbaum vite fait. Moi, je vais me débrouiller, ne vous inquiétez pas. Dans cette pièce, beaucoup de rires, des clins d'œil, références au dîner de cons, 2x2 et Clapier, André Dussaumier que vous torpillez comme s'il n'était pas mieux que vous. Et dans cette pièce hilarante, vous dites beaucoup de choses aussi. Il y a de plus en plus d'aigris dans ce métier, alors qu'on voit forcément que ce sont les acteurs qui sont concernés. Oui. Et puis, il y en a un autre qui dit, il y en a qui nous envient. Alors forcément, beaucoup de choses qui nous font sourire, qui nous font rire. Sur scène, vous êtes sûr de vous. Avec cet échange, j'ai plus de 100 films à mon actif. Et puis, Francis Huster qui dit, moi, j'en ai moins, mais parce que je suis plus cher. Et alors, vous lui rétorquez, mais non, c'est parce que tu es nul. Donc voilà, c'est extrêmement drôle. J'incite les gens à venir cette pièce. Et je voudrais quand même dire, sans tout dévoiler, que c'est quand même une pièce en 3 temps. Il y a 3 temps. On est d'accord. 3 temps, exactement. 3 temps, c'est violent à la fois à un moment donné, c'est très drôle à un autre moment, ce sont les égos qui se confrontent et puis finalement c'est parfois la vraie vie quand on est acteur, l'acteur qui se remet en question, l'autre un peu moins. Il y a beaucoup de choses et juste une petite quelque chose à vous demander quand même. Une petite quelque chose. Un petit quelque chose. Vous feriez pas un petit Yves Montand? J'ai adoré ce moment. Ah, Montand, j'adorais Montand. Et les passions, c'était Aznavour et Montand. Hein. C'est vrai que je les adore. Mais vous voulez que je vous fasse ça maintenant? Mais c'est peut-être une possibilité. C'est pas facile. C'est pas simple. Faudra être très gentil avec moi. Mais je veux bien essayer. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tout doucement, sans faire de bruit, etc., etc. Je ne vais pas vous faire tout le show. C'est un très beau cadeau quand même, Michel Leb. Il faut payer maintenant. J'ai encore tellement de choses à dire sur cette pièce, mais en tout cas, je ne peux pas faire mieux que de la recommander chaudement. Bravo pour la modernité aussi, les clins d'œil à l'actualité. Je n'en dirai pas plus pour laisser le mystère aux spectateurs. Il faut venir voir cette pièce Les Pigeons avec Francis Huster, Chloé Lambert et Philippe Vieux jusqu'au 25 novembre au Théâtre des Nouveautés, du jeudi au samedi à 21h. Donc on peut y aller après Shabbat, le samedi à 16h30 et le dimanche à 16h, 1h30 de bonheur. Dans cette partie d'émission, on va découvrir aussi ce que vous aimez, qui nous tient à cœur de découvrir Michel Leb. Et tout de suite, on part au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Et j'ai envie de dire qu'avec vous, David Schweger, eh bien, on va embarquer pour un portrait théâtral de notre invité aux allures de déclaration d'amour. Bonjour, David. Bonjour, Cyrielle, et bonjour, Michel Leb. Bonjour.
Comment vous voir dans ce studio sans émotion quand je pense, et je ne suis peut-être pas le seul, à toutes ces soirées d'enfance passées devant les émissions de Michel Drucker où l'enfant que j'étais attendait de voir passer son comique préféré exécuté avec la maestria qu'on lui connaît, les sketchs du Bourdon et de la mouche tsetse ou de la machine à écrire que je me plaisais ensuite à imiter lors des repas de famille avec plus ou moins de talent à Saint-Tropez où il m'est arrivé, je crois bien, d'aller quémander un autographe à Michel quand le dimanche, je le croisais avec mes parents lors des traditionnelles parties de boules de la place des Lys avec toujours les mêmes Carlos, Michel Sardou et Eddie Barclay. Ah, ça c'est bien dit. Alors David, on sent bien votre coup de cœur pour Michel, hein. Mais alors que dire sur la carrière théâtrale de votre idole ? Eh bien tout d'abord qu'elle commence au cœur des années 70 et qu'elle a bien failli ne pas commencer du tout. Vous allez me dire si c'est vrai, Michel Leb, mais on s'en est parlé juste avant l'émission, mais je me suis laissé dire que lors de votre première apparition télévisuelle, vous deviez passer dans l'émission de Guy Lux entre Johnny Hallyday et Michel Sardou, mais que, à votre grande dame, vous fûtes oublié et que Guy Lux vous rappela pour vous proposer un passage dans une nouvelle émission. À partir de là, et avec la complicité et le soutien de Charles Aznavour, votre carrière est lancée dans un registre brillant et physique. Vous excellez dans l'imitation des caricatures, vous triomphez dans le sketch déjà cité et emprunté à Jerry Lewis de la machine à écrire. Vous vous livrez aussi à de savants numéros d'imitateurs des hommes politiques, comme Édouard Balladur ou de stars du show business. On en a déjà parlé, Jean Gabin, Johnny, Gérard Depardieu ou le charmeur crooner Julio Iglesias. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Vous devenez surtout, et là encore, qu'est-ce qu'on doit vous le rappeler, l'égérie, si j'ose dire, de la marque Berger dont vous parvenez, en les faisant rire, à vendre à toutes les ménagères de France le fameux bégon jaune ou bégon vert, car comme vous le savez sans doute, chers auditeurs, l'un et l'autre ne s'emploient pas avec les mêmes insectes. On ne combat pas les insectes qui font comme les insectes qui font. Alors contre les, il y a bégon jaune, et contre les, il y a bégon vert. Bégon jaune, bégon vert, entre gris. Votre succès est tellement grand auprès des Français que vous héritez même en 85 de votre premier show trimestriel le samedi soir sur Antenne 2, Certain Leb Show. Le succès ne se démentira dès lors plus. En 94, vous recevez le Grand Prix de l'humour décerné par la SACEM pour un spectacle solo qui sera vu par plus de 100 000 spectateurs au Casino de Paris du 29 septembre au 1er janvier 95. À partir de 95, votre carrière d'humoriste s'exporte même à l'international, surtout après votre prestation au spectacle donné à l'ONU à l'occasion du 50e anniversaire de cette institution. Un mot, David, peut-être sur un rôle de Michel qui vous a particulièrement touché. En effet, Cyrielle, car si Michel Leb va enchaîner sur une carrière de chef d'orchestre, par exemple dirigé de la main gauche, ou s'il apparaît au générique de nombre de films célèbres, comme récemment le Chacun sa vie de Claude Lelouch ou le Daddy Cool de Maxime Govard, il reste pour nombre de Français, dont moi, le génial Frenchie qui eut la bonne idée de racheter les droits de Mrs. Doubtfire, le film rendu célèbre par Robin Williams en père de famille grimé en super nanny de choc pour être auprès de ses enfants. Quelle plus belle expression pour sa maestria comique tout en tenue, en mimique, en énergie, en génial maître du sketch pouvait-il trouver que cette adaptation pour le théâtre de l'histoire de la merveilleuse gouvernante. Il y triomphera un long temps au Théâtre de Paris dans les années 2000. Et en conclusion, peut-être une demande adressée à Michel, car si ses fans peuvent aller le voir triompher dans sa pièce Les Pigeons au Théâtre des Nouveautés, où il donne toute la mesure de son talent avec Francis Huster dans un numéro de vieux acteurs cabotins, eh bien peut-être certains de ses fans, dont moi, mais on a déjà obtenu presque une moitié de réponse à la question dans l'émission, se demandent-ils avec impatience, mais à quand Michel ? Oui, à quand un retour au Casino de Paris? Oui, c'est une bonne question, c'est en préparation. Je suis en train de travailler avec Éric Bouvron. Je ne sais pas si vous connaissez Éric Bouvron, qui est un auteur, metteur en scène, pour justement, et avec Jacques Pessis aussi, parce que de temps en temps Jacques vient travailler avec nous. Que j'embrasse très fort et qui nous écoute. Ah bah oui, bah alors je l'embrasse aussi. Il est couvert de baisers ce garçon, hein, il a de la chance. Et on peut se plaindre aussi, mais enfin c'est comme ça. Et en tout cas voilà, on écrit le prochain One Man Show ensemble, voilà. Et ce sera début 25.
Fin 24, début 25. Eh ben, c'est un très beau projet. Merci de nous l'avoir confié, Mais Michel Leb. vous êtes les premiers à qui j'en parle. Eh bien, je suis ravie. Merci de cette information et merci à vous, David Schweger. On finit en musique. Très bien, vous avez bien bossé. On va voir si Annabelle a bien bossé. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Annabelle Guiraud. Flashback. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Michel. Bonjour. Dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel et parler d'artistes que vous aimez. Commençons par la musique. Vous êtes un passionné, un addict de jazz, vous l'avez dit tout à l'heure, fan de voix de crooner. Je vous propose d'écouter un extrait de Georgia on My Mind, interprété par Michael Bublé. Georgia, Georgia. Nous sommes le 9 septembre 1975 au Canada, naissance de Michael Bublé, dans une famille italo-canadienne. Très vite, la musique va devenir passion, grâce à un homme, son grand-père, qui lui fait écouter les grandes voix de jazz comme Frank Sinatra ou encore Ella Fitzgerald. Michael aime à raconter la première fois où il lui a fait écouter le quatuor de pop jazz The Mills Brothers. Les paroles étaient tellement romantiques, si réelles, comme si la chanson avait été faite pour lui. C'était comme voir son avenir, comme un flash. C'était une chose magique. Vous avez ressenti une émotion comparable quand votre maman vous a offert un album de Ray Charles à 12 ans ? Absolument. Très très bien. Mais c'est vrai, c'était extraordinaire. Quand Ray Charles arrive dans votre vie, vous avez 12 ans et que ça vous bouleverse, ça vous émeut, le blues, du blues au jazz, il n'y a qu'un pas. Hein. Donc je suis tombé dans la marmite grâce à ma maman. Pour Bublé, cette éducation musicale lui a permis de révéler et d'exploiter ses talents d'artiste. À 28 ans, il devient une star du jazz dans le monde entier avec sa voix douce et pleine de swing. Les années et les albums s'enchaînent. En 2012, Michael interprète Georgia on My Mind. Et quand on prononce le titre de cette chanson, on pense tout de suite à Ray Charles, qui l'a rendu si populaire dans les années 60. En fait, Georgia on My Mind a plusieurs histoires. Tout commence en 1930 avec ses deux créateurs, O.J. Carmichael et son colocataire Stewart Gorell, qui se contredisent la jeunesse des paroles. Pour l'un, la chanson s'adresserait à sa sœur Georgia. Pour l'autre, l'idée de la chanson serait venue en songeant au bon vieux Sud, à l'État de Géorgie. Problème, tous les deux sont originaires du Midwest, dans l'Indiana, et non du Sud. C'est peut-être bien cette indétermination qui fera la force de Georgia on My Mind. Oui, on peut dire que c'est une chanson adaptable. Georgia peut être une femme, un pays, le souvenir d'un Sud fantasmé, voire même un symbole de lutte contre la ségrégation en 1960 avec la reprise de Ray Charles. En 1975, l'artiste originaire de Géorgie explique dans l'émission Sound Unlimited en avoir beaucoup souffert. La ségrégation, je l'ai détestée, je l'ai condamnée. Je n'ai jamais vécu une chose aussi abjecte. Grâce à Ray Charles, qui aura marqué les consciences, Georgia on My Mind deviendra l'hymne de l'État de Géorgie, le 24 avril 1974. Et vous, Michel, on croit savoir que vous avez chanté avec Ray Charles. Oui, vous avez raison de croire, parce que c'est la vérité. C'était une émission à la télévision qui s'appelait C'est votre vie, qu'animait Frédéric Mitterrand, et qui consistait à faire une grosse surprise à un invité. C'était moi l'invité ce soir-là. Et ma plus grosse surprise, ça a été de voir arriver sur le plateau, parce que j'imitais Ray Charles, moi, dans mes shows, et Frédéric Mitterrand me dit... Écoutez, alors là, il y a ici quelqu'un qui fait Ray Charles mieux que vous. Ah, je dis, alors bon, je viens rencontrer. Eh ben, c'est Ray Charles lui-même. Et bon, je vois arriver The Genius of Ray Charles, qui arrive là, pan, crac, sur le plateau. Sur le cul, je suis. Évidemment, après, quand on s'est vu après, il y avait Charles Aznavour dans l'émission aussi. Alors, on s'est embrassés, on s'est pris dans les bras. C'était magnifique, cette soirée. Et c'était ma femme qui avait organisé tout ça. Oh, c'est encore plus beau. Ah, oui. On continue en musique et en jazz avec l'un de vos chanteurs préférés également, Michel Jonas. Oui, Michel Jonas. Quand on prononce son nom, on pense tout de suite à ses chansons tubes comme Super Nana, Joueur de blues ou bien La boîte de jazz, dont je vous propose d'écouter un extrait. On est le 21 janvier 1947. Michel Jonas voit le jour à Drancy dans une famille d'origine juive hongroise. Attiré rapidement par les arts, il touche à la peinture, s'inscrit à des cours d'art dramatique, joue de la musique. À un moment donné, Michel se rend compte qu'il n'est vraiment pas fait pour les études. À 15 ans, il quitte définitivement l'école et entame une carrière de pianiste. C'est aussi une période où il écoute beaucoup de musique. Brel, Brassens, Les Chats Sauvages et celui qui le fait le plus vibrer, Ray Charles.
Ray Charles semblerait avoir fait naître de nombreuses passions et vocations de jazz chez les Michel, nés en 1947. N'est-ce pas, Michel ? C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire que votre passion pour le jazz a guidé votre parcours artistique niveau musique ? Oui, parce que j'ai toujours mis de la musique dans mes sketchs et dans mes one-man shows. J'avais toujours avec moi un orchestre, soit un orchestre de 5-6 musiciens, soit un pianiste au moins, tout le temps. Voilà, mais ça, la musique, je peux pas m'en séparer jamais. Puis vous jouez le modeste, mais vous avez aussi sorti des chansons en 45 tours. Ah oui. Et puis un album, quand même, avec pas n'importe qui. Avec l'orchestre de Count Basie, oui. Ouais. Voilà. Ah ouais. Et c'est bien de le dire, ça, parce que c'est vrai que ça fait partie des grands moments de ma carrière, de chanter avec cet orchestre mythique qui était l'orchestre de Basie, qui a accompagné tous les grands chanteurs américains, Sinatra, Sammy Davis, Ella Fitzgerald, et tout ça, et j'en passe. Mais pour moi, c'était un cadeau incroyable que de pouvoir chanter avec cet orchestre, parce que je me suis occupé du festival de jazz de Nice pendant plusieurs années. Et j'étais le responsable artistique de ce festival. Et donc, j'ai invité l'orchestre de Basie, comme j'aurais invité Sinatra, s'il avait été vivant à ce moment-là. Et puis finalement, en parlant avec cet orchestre, le Grover Mitchell, qui était le grand responsable de l'orchestre, me dit « Oui, vous avez un souhait ?» Je dis « Oui, le souhait, ce serait de chanter avec vous. » Il m'a dit, écoutez, vous me dites quand vous pouvez, et puis, attendez, non, c'est vous, parce que moi, je suis libre tout le temps, mais vous êtes en tournée mondiale. Alors, il me dit, ok, on s'est organisé, on a trouvé une plage où ils étaient libres pendant 3 mois, ils sont venus en Europe, en France en particulier, et là, je les ai attrapés, je leur ai dit, je vous quitte plus, on enregistre un album. On a fait un album et on a fait une tournée. Bien joué. Michel Leb, on va vous laisser le choix de choisir entre un roman que vous aimez beaucoup, que vous avez adoré, qui s'appelle L'Attrape-Cœur, ou le fait de parler du fait que vous êtes passionné de voitures de sport, avec Annabelle qui vous suggère un très bon documentaire. Vous prenez quoi ? Je prends L'Attrape-Cœur. Allez, L'Attrape-Cœur. Et oui, on poursuit avec le roman Attrape-cœur de l'américain Jerome David Salinger, publié en 1951. Ce classique de la littérature américaine est une des œuvres les plus célèbres du XXe siècle. Écrit à la première personne, L'Attrape-cœur relate 3 jours dans la vie d'Holden Caulfield, un adolescent, exclu de son lycée à la veille des vacances de Noël. Il fait rapidement ses bagages et quitte son internat dans la soirée. Il décide de ne pas regagner directement l'appartement familial et prend un train pour New York. Le jeune homme passe 2 jours en ville avec beaucoup d'ivresse et de solitude. Il va aussi dans un musée où il compare sa vie à celle de statues qui sont figées et ne changent jamais. L'adolescent est effrayé et angoissé à l'idée de devenir adulte. À l'aube du 3e jour, Holden retourne en cachette chez ses parents pour prendre des nouvelles de sa petite sœur de 10 ans, qui se trouve être la seule personne qu'il aime littéralement et avec qui il peut communiquer aisément. Holden rend ensuite visite à son ancien professeur d'anglais qui lui propose de rester chez lui pour la nuit. Après avoir bien discuté, ils vont se coucher. Mais durant la nuit, Caulfield se réveille brusquement et surprend son professeur en train de lui caresser la tête d'une façon qui lui semble perverse. Il quitte alors précipitamment l'appartement du professeur. Dans Attrape-cœur, le héros a peur de ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Elles le tuent. Il semble qu'il y ait toujours une distance infranchissable, une barrière entre lui et les autres. Il souffre tellement que l'adolescent de 17 ans va se retrouver dans un hôpital psychiatrique. Ce roman est le récit d'un adolescent qui est dans un mal-être profond, hypersensible, qui comprend peut-être que le manque est le revers de l'attachement et que cela peut être douloureux. À l'instar d'une de ses dernières phrases, « Faut jamais rien raconter à personne. Si on le fait, tout le monde se met à vous moquer. À vous manquer, pardon. » C'est un des romans les plus bouleversants, les plus beaux que j'ai jamais lus. Et je le relis volontiers, régulièrement. Je conseille à mon fils Tom de le lire. Il l'a lu et relu. Ça fait partie de notre vie, hein, ce roman de Salinger. C'est un des plus beaux que j'ai jamais lu. Justement parce que c'est cette enfance à la recherche d'elle-même, avec ce bouleversement, cette émotion, cette nostalgie tout le temps de l'enfance obsessionnelle, quoi. Obsessionnelle. C'est très très beau. Merci beaucoup Annabelle Guiraud. Et on Lisez-le, poursuit cette émission. Je l'ai déjà lu et je le conseille également à nos éditeurs. Merci beaucoup. Tout de suite, l'introspection sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Oscar Wilde a dit une phrase, Michel Leb, parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. On va essayer de faire ça maintenant avec 10 questions pour nous aider encore à mieux vous connaître. Michel Leb, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Même pas grand-chose. Quel conseil, aujourd'hui, donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? Faire passionnément tout ce qu'il aime. À partir du moment où
ça gêne personne, et que ça lui apporte à lui quelque chose de fondamental. Le mot fondamental, c'est important parce que c'est les fondements. C'est-à-dire que c'est à partir de là qu'il pourra construire sa vie, en choisissant quelque chose qui lui est indispensable. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? Je vais dire une bêtise peut-être ou une banalité. Ça devait être dans le ventre de ma mère. Parce que j'évoluais dans un univers de douceur, de tendresse, de bonté, de générosité, d'affection, patati patata. Y a-t-il eu une grande erreur dans votre vie ? Et si oui, comment vous l'avez potentiellement résolue ? Grande erreur, non. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas, par peur d'être jugé ? Non, rien. Quelle est la chose que vous avez faite cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? J'ai pas entendu parce qu'il y a un peu de... Une chose que vous avez faite cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie. Je dirais avoir joué un des plus grands bonheurs pour moi, ça a été de jouer avec Arditi, avec Pierre. De jouer Compromis, une pièce de Philippe Claudel, où on s'est vraiment régalé à jouer la pièce et où on est devenus amis, quoi. Ça, c'est très important. L'amitié, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on l'embrasse. Ah oui, je l'embrasse. Très fort. Tendrement, je l'embrasse. Si je vous parle alors d'amour, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? De vivant, uniquement. Si vous pouviez changer une chose, une seule, sur votre corps ou sur votre personnalité, qu'est-ce que ce serait ? J'ai pas de fesses. Alors je suis embêté. C'est dit. Si vous étiez président de la République, Michel Leb, quelle serait la première des mesures que vous prendriez ? Je mettrais dehors tous les oiseaux comme les pigeons qui font des cacas partout dans Paris. Voilà, je ferais ça. Pour terminer, Michel Leb, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Je sais pas. Mon honnêteté, je crois que je suis quelqu'un d'honnête. Voilà. Et ça nous convient. Merci Michel Leb. Tout de suite, on revient dans un instant sur Radio J. Gratuitement parlant. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Israël vit des moments dramatiques. Nous ressentons tous le besoin d'agir. Le Keren Hayesod, organisation officielle de collecte pour Israël, a créé un fonds d'urgence pour les victimes du terrorisme. Capable d'intervenir en 48 heures, il permet de répondre immédiatement à leurs besoins, tant sur le plan psychologique que matériel. Trop de vies ont été brisées. Aidons-les à se reconstruire. Faites votre don sur keren-hayesod.fr ou par chèque au 152 avenue de Malakoff, 75 116 Paris. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Au 20e jour de guerre en Israël, l'alerte à la roquette a retenti à Ashkelon il y a une trentaine de minutes. Cela fait suite à un barrage de missiles lancé sur la zone depuis la bande de Gaza. Les chasseurs de l'armée israélienne continuent par ailleurs de frapper les infrastructures terroristes du Hamas dans la bande, y compris les centres de commandement militaire et les postes de lancement de roquettes. Hier soir, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a confirmé la préparation d'une offensive terrestre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Le chef du gouvernement qui a reconnu qu'il devrait lui aussi rendre des comptes sur les défaillances sécuritaires qui ont permis le massacre du 7 octobre commis par le Hamas. C'est ce que nous explique notre correspondante en Israël, Pascal Zonshine. Benjamin Netanyahou a effectivement évoqué le fiasco du 7 octobre et assuré que toute l'enquête et toute la lumière serait faite.
tout le monde aurait à répondre aux questions, y compris moi, a déclaré le Premier ministre israélien. Benny Gantz, lui qui s'était déjà exprimé dès les premiers jours, alors qu'il ne faisait pas encore partie du cabinet d'urgence national, avait été très clair et il l'a répété aujourd'hui. Tous ceux qui ont eu une part dans la direction du pays auront à répondre de leurs responsabilités et y compris moi, a donc répété Benny Gantz. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. TikTok Israël a supprimé près de 800 000 vidéos depuis le début de la guerre. Depuis le 7 octobre, nous avons supprimé 775 000 vidéos et interrompu plus de 14 000 diffusions en direct qui promouvaient la violence, le terrorisme, les discours de haine et la désinformation, a indiqué le réseau social. Dans le même temps, le service de messagerie instantanée Telegram a bloqué l'accès aux canaux officiels du Hamas et des brigades Al-Qassam, sa branche militaire, sur son application pour téléphone Android dans le monde entier. Le principal canal du Hamas était déjà bloqué sur tous les supports en Europe. De nouvelles résolutions sur la guerre Israël-Hamas ont été rejetées au Conseil de sécurité de l'ONU. Le texte élaboré par les États-Unis prônait une expansion rapide de l'aide pour répondre aux besoins humanitaires des Palestiniens à Gaza, a expliqué l'ambassadrice américaine à l'ONU. Il a été bloqué par le veto de la Russie et de la Chine. Le deuxième texte préparé par la Russie appelait à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et condamnait les attaques abominables du Hamas. Il a aussi été rejeté par le veto des États-Unis et du Royaume-Uni. L'Assemblée générale de l'ONU doit se réunir en fin de journée pour un nouveau débat d'urgence sur la guerre Israël-Hamas. Le Hamas, justement, appelle à des manifestations massives pour exiger l'ouverture de la frontière de Rafah entre Gaza et l'Égypte. D'après le dernier communiqué du groupe terroriste, le Hamas appelle, je cite, tous les membres de la nation arabe et les peuples libres à manifester vendredi et dimanche dans le monde pour demander l'ouverture du terminal de Rafah. Plusieurs convois de secours ont traversé le passage contrôlé par l'Égypte, mais les responsables humanitaires affirment que ce n'est pas suffisant pour répondre aux besoins de la bande de Gaza. Enfin, les actes antisémites ont explosé en France depuis le début de la guerre en Israël. Hier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que 588 faits antisémites ont été signalés dans l'Hexagone en moins de 3 semaines contre 436 sur toute l'année 2022 selon un décompte du CRIF. C'est 26 fois plus d'actes antisémites commis en 19 jours qu'en un an. Dans ce contexte, le recteur de la Grande Mosquée de Paris a affirmé qu'il était anormal qu'un musulman soit antisémite. On l'écoute. Il est anormal qu'un musulman soit antisémite. Parce que notre livre sacré, le Coran, notre prophète, Mahomet, a toujours déclaré que Moïse, Moussa, est son frère en religion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, lorsque nous tournons les pages du Coran, lorsqu'à chaque page, dans chaque verset, pratiquement on cite tous les grands prophètes israélites. Comment aujourd'hui Mohamed peut s'attaquer à Haïm? Ce n'est pas normal. Shemseddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, il était en direct de BFM TV, il y a quelques minutes. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant tout de suite une très courte pause et on revient avec notre invité Michel Leb sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle. Bonjour, c'est Jacques Pradel. Pourquoi des gens ordinaires commettent-ils parfois l'impensable? Avec ce nouveau magazine, je vous emmène au cœur des plus grandes enquêtes. Récits, décryptages, témoignages. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle chez votre marchand de journaux. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. En ces jours si difficiles, Actualité Juive se tient plus que jamais au cœur de l'actualité. Soutenez-nous, abonnez-vous, www.actualitéjuive.com ou 01 88 61 45 55. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J.
תל אביב, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב, עושים לי היי בלילה וואי וואי, מסתכל תל אביב. Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité. Si vous venez de nous rejoindre, bien merci d'être avec nous, avec vous Michel Leb. Merci à vous, surtout de m'inviter, c'est ça qui est bon. C'est un grand plaisir de vous avoir. On a longuement parlé de la pièce Les Pigeons. Vous êtes en spectacle en ce moment avec Francis Huster, Chloé Lambert et Philippe Vieux jusqu'au 25 novembre au Théâtre des Nouveautés et ensuite en tournée dans toute la France à partir de janvier. Et on a évoqué votre passion pour le jazz et je crois que notre coup de cœur du jour va vous faire grandement plaisir. Ah, merci. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Raphaël Pérez. Bonjour Cyrielle. Merci Bonjour, beaucoup d'être Michel. mon invité. J'ai envie de dire notre invité aujourd'hui. On va découvrir pourquoi. Après une grande expérience de dirigeant dans l'industrie high-tech, vous êtes devenu auteur, photographe, de musicien et j'imagine alors que cette vocation est aussi née au départ grâce ou voilà avec une passion pour la musique. Tout à fait. 2 passions à vrai dire. Et même 3 pour le projet dont on va parler. Moi, c'est à 13 ans que j'ai reçu un disque avec ma première chaîne hi-fi de Sidney Bechet, dans les rues de Juan. Dans les rues d'Antibes, pardon. J'en ai pas, bien sûr. Donc la musique. Et mon papa, il faisait beaucoup de photos. Il avait un cinéma en Tunisie. Et donc ces 2 choses étaient toujours présentes chez moi. Et donc voilà, ça m'a amené naturellement à un certain âge de me dire on a envie de faire quelque chose qui nous plaît plus que de vendre des licences de logiciels et de discuter avec des PDG d'entreprises d'optimiser leurs résultats ou la performance de leurs employés. Et j'ai commencé il y a une dizaine d'années à passer beaucoup plus de temps à faire une pratique photographique que j'ai professionnalisée pour le plaisir d'être en face de clients à qui j'essayais de persuader que je leur vendrais les photos qu'il leur fallait. Et j'ai commencé ça, et ça s'est dirigé par hasard dans le domaine de la photographie de musiciens. Donc c'était magnifique. De musiciens, le jazz notamment, musiciens de jazz et de jazz israélien par la suite. Alors, c'est la 3e passion dont on parlait, de musiciens. Et le jazz, ça vient surtout, non pas à cause de la musique elle-même, bien sûr, on va en parler, c'est que moi je suis un photographe de portrait. Je ne vendais jamais mes photos au Figaro, qui faisait une page sur le concert d'un grand groupe avec la photo de toute la salle et de la scène. J'aime les portraits. Et seul dans les clubs de jazz, on peut s'approcher, on peut voir les gens avant, on peut boire des verres après, créer une relation et s'approcher et tourner autour pour faire des belles photos. Donc voilà pourquoi le jazz, en fait. J'en étais très heureux. Et puis, en 2018, je me rends compte un jour que j'ai 32 musiciens israéliens que j'ai rencontrés, photographiés, mais je les avais pas vus venir, de par ce côté d'être israélien. Et j'ai commencé tout de suite à appeler les grands professionnels, enfin les gens que j'estimais comprendre le métier. Et ils m'ont tous dit, mais Raphaël, c'est une très grande vague dans notre métier. Et investissez-vous là-dedans. On pense que vous pouvez faire quelque chose de bien. Et tout le monde s'est engagé aussi à me dire, on fera 8 pages dans mon magazine dès que vous aurez fait ça. C'était un truc sur le long terme, mais le jazz israélien a une place très importante dans le monde du jazz. Et je vais vous en parler. J'ai envie de vous dire que peu de gens le savent. Parce qu'on a reçu Michel Jonas il y a quelques mois, voire 1 an et demi maintenant, 2 ans. Il nous a confié avoir été bluffé par la qualité des artistes en Israël, de jazz notamment. Et donc c'est pour ça que je me permets de vous dire qu'ils sont pas assez reconnus, alors que dans ce projet, pour pas tout dévoiler tout de suite, vous avez décidé de parler de l'histoire du jazz israélien qui remonte aux années 30, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, aux années 30 jusqu'à nos jours, et de mettre en lumière donc ces musiciens et leur histoire. Exactement. Au départ, je fais en fait un peu comme vous avez fait avec votre ami photographe. Je lui dis, tiens, j'en ai 32. Je vais faire un livre avec les photos. Vous vous adressez à Michel Leb par rapport Michel à qui a un livre, écrit des textes avec les photos d'un grand photographe de musicien. musicien. Pas évoqué. Tout à fait. Donc j'ai vu ça il y a quelques temps, je le savais déjà. Jazzy, je l'avais regardé. Donc si vous voulez, au début, c'est un livre de photos
des photos de jazzmen. Tous ne sont pas connus. C'était les plus connus des Israéliens. Je me suis dit, je vais faire une petite biographie. Et là, j'ai mis le doigt dans un engrenage qui était que c'est un tout petit pays, comme on le sait malheureusement avec d'autres raisons aujourd'hui. C'est un tout petit pays, tout le monde se connaît. Il n'y a pas 3000 écoles de jazz. Il y a quelques millions d'habitants. Et en faisant les biographies de ces 30 musiciens séparément, on voit très vite, et quand on est un peu un professionnel de ce métier, qui sont pas dans telle salle par hasard, qui sont pas dans telle composition par hasard, qu'ils n'ont pas tel manager en France, en Suisse, à New York par hasard. Et on remonte au système de leur éducation, au niveau du lycée, puisqu'il y a l'armée au milieu. Et on voit tout ce truc. Et je me dis, je peux pas parler de ces gens-là sans expliquer comment ça vient. D'autant plus que ce que la musique des jazzmen israéliens, je vais vous dire pourquoi je prends cette précaution de ne pas dire le jazz israélien. Ce qu'amène la musique des jazzmen israéliens au monde du jazz est un courant qui est très fort dans l'industrie de la musique. Le jazz, le jazz, fin du 19e siècle, les Noirs américains qui sortent de l'esclavage, qui ne se rebellent pas et qui ont comme catharsis culturelle de créer une musique. C'était une évolution magnifique de l'émancipation d'un peuple par du positivisme. Et ça devient, longtemps après, ils ne le savaient pas, la plus grande contribution américaine à la culture mondiale. Ça, c'est le jazz américain. J'ai mis tout à fait de côté dans mon travail l'impact des Juifs américains sur l'économie du jazz à l'origine, parce que je me concentre sur Israël, mais c'est un sujet passionnant aussi. Et c'était peut-être à développer dans un second ouvrage. Peut-être, tout à fait. Et donc, le jazz commence là. Et le jazz, il est toujours teinté d'une dimension culturelle, c'est-à-dire il y a un mélange d'afro-américain dans cette musique, et les étudiants de jazz aujourd'hui apprennent des standards. Et dans le jazz, vous compléterez ou vous modifierez, on doit d'abord apprendre la musique, parfaitement savoir jouer les standards, et ensuite on a le droit de faire ce que tous les professeurs demandent, créer ta propre musique. Mais il y a des paliers. Ouais. Donc c'est les Israéliens, une évolution les du Israéliens, jazz. ils ont fait ce travail. Ce sont des grands bosseurs. Ils sont reconnus pour leur qualité sur les classiques, et ils ont amené la culture musicale de leurs ancêtres juifs des différentes parties du monde d'où ils viennent. Et donc ça fait un jazz très différent du jazz classique. Raphaël Pérez, vous avez donc capturé de nombreux artistes de jazz. Aujourd'hui, je crois à 75, si je m'abuse en tout cas. Oui, il y en aura 80 dans le livre. 80 dans le livre, c'est exact. Je vous expliquerai pourquoi vous avez 78. Mise en lumière dans votre exposition à Israeli Jazz, en Israël d'abord l'année dernière, au Centre d'art et de culture juive en avril et mai dernier, dans le cadre de la session Rencontre avec la culture israélienne, et au Palais des Congrès d'Antibes-Juan-les-Pins cet été, dans le cadre du festival Jazz à Juillan. Donc on voyait ces photographies, mais au départ, comme vous venez de le dire, surtout l'envie de faire naître un livre fait de rencontres et d'histoires, toujours appelé Israeli Jazz, car aucun livre avant le vôtre ne traitait de ce sujet à ce jour. On l'a bien compris dans votre manière de l'expliquer. Et 2 spécialistes du jazz israélien sont venus vous rejoindre dans ce projet en apportant leur expertise. Si vous voulez dire un mot sur ces 2 personnes. Bien sûr. Ces 2 personnes sont importantes. En fait, après avoir commencé les biographies moi-même et que je m'aperçois de ce réseau, je me dis mais il faut creuser la chose. Et pour creuser la chose, il faut être sûr de ses compétences. Ça a dépassé mes compétences en musicologie, histoire de la musique et autres. J'ai cherché. Il n'existerait très peu de choses. Il y a 2 étudiants qui ont fait une thèse sur le jazz israélien et un Israélien que j'ai rencontré plusieurs fois qui s'appelle Yair Dagan, qui a écrit un livre en hébreu sur les 50 premières années du jazz en Israël, 1930-1980. Pour son fils, qui est un jazzman aujourd'hui, qui a été étudiant et qui ne connaissait pas les histoires. Il a dit, je vais t'écrire un livre. Lui, c'est un grand amateur de jazz. Et donc, Yair Dagan, israélien, auteur de ce livre, qui vient de la high-tech aussi, mais qui a la même passion. Et le deuxième s'appelle Lee Kaplan. Il est professeur de musicologie et d'histoire du jazz à l'université du New Jersey. C'est un musicien aussi, très bon musicien, qui lui a fait sa thèse sur l'institutionnalisation de l'éducation du jazz en Israël. Il a fait sa thèse, c'est-à-dire comment le système éducatif s'est installé en Israël pour le jazz. Il a fait cette thèse en 2015 et il y a eu une communion parce que moi j'ai besoin de leurs compétences et eux, au travers de ce projet, pouvaient compléter, mettre à jour leur travail et voilà. Et donc on a fait un livre en français et en anglais.
On va y venir. Juste pendant que nous sommes en train de parler, les auditeurs doivent se dire, bon, maintenant on a envie de savoir qui sont les grands musiciens pour vous de jazz israélien. Vous auriez 2-3 noms à nous donner ? Tout à fait. Il y en a un qui est très connu parce que c'est le plus grand israélien. C'est aussi le premier, enfin il a fait partie du premier wagon des 3 musiciens israéliens qui sont allés à New York. Et il est, dans sa catégorie, c'est-à-dire joueur de contrebasse, l'un des plus grands au monde aujourd'hui. Et il s'appelle Avishai Cohen. Il est connu par ses musiques, évidemment, par sa mixité de musique. Il a une famille d'origine polonaise et turco-séfarade, donc il parlait le latino. Il a fait, c'est très impressionnant d'aller dans une salle où il y a 1000 personnes qui chantent en ladino sur la musique de Cohen sans avoir aucune connaissance de la musique et de la culture juive. Et il a réussi à faire ça. Donc c'est lui le premier. Le premier, mais on enfonce une porte ouverte parce qu'il est très connu et on a envie d'en avoir 2-3 autres moins célèbres. Je vais en donner un deuxième par facilité juste après qui s'appelle aussi Avishai Cohen. Et qui lui est un très grand trompettiste. Oui. Très très grand. Il fait partie d'une famille, Cohen. Peut-être pas la vôtre, mais on est beaucoup de Cohen. On est très nombreux dans notre famille. Et en particulier, il y a le Cohen Trio, où il y a Avishai, il y a sa sœur, Anat Cohen, et son frère Yuval, qui joue de la clarinette, qui est un des très grands enseignants et éducateurs de jazz en Israël. Donc la famille Cohen, je la mets là parce que je précise qu'il y a des homonymes et celui-là de très grande qualité. J'aime beaucoup un saxophoniste qui a fait un premier disque il y a 3 ans, juste avant le Covid, qui en a sorti un autre, qui s'appelle Odette Zur, qui lui est un musicien israélien, mais de très 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 grande qualité, qui teinte son jazz de ce qu'il a appris, je crois, aux Pays-Bas, en suivant les cours d'un grand maître de musique classique indienne. Et il joue en demi-ton, et c'est un jazz, c'est ce qui est le plus important, qui est sympa à écouter et qui est apprécié mondialement. C'est-à-dire que ça dépasse les frontières. Et quand je parlais de la troisième passion, c'est Israël, sa culture et autres, c'est ce qui était plaisant, c'est qu'au travers d'un art, d'une culture, d'une valeur positive, il y a cet apport au monde. Raphaël Pérez, dans votre livre, vous comparez également les succès israéliens dans le jazz et dans la haute technologie en identifiant quelques raisons communes. Je laisserai le soin aux auditeurs d'acheter le livre pour comprendre pourquoi. Ce livre le lancement en tout cas, devait avoir lieu en novembre en Israël. Pour l'heure et compte tenu de la terrible situation en Israël, ce programme est reporté de quelques mois. Un lancement avec 2 conférences, expositions à Jérusalem et à Tel Aviv, parrainées par le ministère israélien, suivi d'une série d'événements festifs dans différents pays. Le livre sera disponible en novembre en français, en anglais, d'autres langues sont en préparation. Juste pour savoir où est-ce qu'on pourra se le procurer. Le plus simple, c'est d'aller sur le site internet du projet qui s'appelle israelijazz.com et qui aura un module de commande dès qu'il sera disponible. D'ici là, vous allez présenter votre grand projet Israeli Jazz lors de la conférence Limoud qui aura lieu à Bordeaux les 31 octobre et 1er novembre, la semaine prochaine. De quoi s'agit-il ? Je raconte en résumé le contenu du livre, c'est-à-dire en 45 minutes. Je mixe l'histoire, les grandes écoles et les grands musiciens qui sont sortis de chaque école, les grandes personnalités aussi, parce que l'histoire du jazz israélien, c'est une histoire qui est limitée dans le temps, limitée dans la géographie, et c'est une histoire de personnes qui ont amené, il y a quelques Olim Hadashim qui sont Mel Keller, Arnie Lawrence, des Sabra aussi, comme Danny Gottfried, qui ont amené, au-delà de toute relation commerciale, la transmission de ce qu'ils savaient faire à des jeunes Israéliens. Et au début des années 80, quand le pays s'est ouvert, comme on espère qu'il le sera très bientôt, au monde et à l'échange culturel, il y a eu un engouement, c'est après la guerre du Kippour, la relation intime, culturelle et politique avec les États-Unis, il y a eu un engouement pour la culture américaine et pour, dès que les premiers ont eu du succès, comme Avishai Cohen, Omer Avital, ils avaient des rôles modèles, des modèles, et ils ont voulu les imiter et réussir, et ils ont très bien réussi. L'objectif de ce projet est diffuser l'histoire, le succès des jazzmen israéliens, afin de communiquer une image bien sûr positive d'Israël et de toutes ses réalisations. Qui vous aide à porter ce projet ? Alors d'abord les 2 personnes qui m'ont aidé sur le contenu, et il y a une équipe. Alors ce projet d'abord, c'est important. On a décidé de le faire dans le cadre d'une association pour offrir ce contenu à qui veut le diffuser. Et donc, il y a une équipe de personnes avec moi, de bénévoles, mais aussi de professionnels, qui, comme moi, ont un background de savoir-faire professionnel. Et donc, on a des gens qui s'occupent des réseaux sociaux, des gens qui s'occupent de la communication,
Et on travaille, quoi. Et on souhaite une belle envolée à ce Voilà. projet. Une autre conférence à Tel Aviv est prévue, si tout va bien, si tout Dieu va bien. veut, comme on Si dit, tout le va bien. 4 Tout à décembre. fait. Elle n'a pas été annulée, mais les jours qui vont suivre le détermineront. Pour toutes les informations et présentations de votre projet Israeli Jazz, on vient sur le site israelijazz.com, Instagram Israeli-Jazz et sur LinkedIn Israeli Jazz Newsletter et Facebook Israeli Jazz Project. Merci beaucoup, Raphaël Pérez, d'être venu nous voir. On a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J. Ça vous a plu, Michel Leb? Ouais, beaucoup, oui, c'est passionnant, c'est passionnant. Formidable, j'ignorais tout ça. Et, Oui, et peu de c'est- gens connaissent. Et ben voilà, mais c'est ce qui est intéressant, c'est justement d'apprendre quelque chose de nouveau là, sur le jazz, c'est formidable. Un des endroits où j'ai fait beaucoup de photos et rencontré beaucoup de musiciens israéliens, c'est à Paris, à ce festival qui s'appelle Jazz et Klezmer, qui a 2 grands musiciens cette année, en particulier Lavishai Cohen, dont je vous parlais, le trompettiste, et Itamar Borochov, en plus d'orchestre de Klezmer, je parle des jazzmen. Et qui se trouve à Rachi. Et qui se trouve à Rachi. Merci beaucoup, Raphaël Pérez. Tout de suite, le portrait de notre invité sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble, Michel Leb. Et tout de suite, c'est votre portrait avec Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Michel Leb. Bonjour. Voilà. Comme tout le monde, Michel Leb a dit « Ah, mon portrait, oui. » Alors moi, c'est moi qui suis impressionnée et c'est vous qui avez fait peur. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, oui. C'est Bah cela. oui, quand même. Je me suis retrouvée avec Michel Leb, un grand monsieur du rire, mais un grand monsieur tout court, parce que vous avez 1m87. une palette tellement... vous savez, j'ai déjà dit plusieurs fois, dès qu'il y a des humoristes, c'est terrible d'arriver à faire un portrait. Ah oui, c'est pas évident. Ils veulent pas, ils essayent de oui. couper, de faire Eh une oui. petite blague entre deux. Non. Mais n'ayez pas peur, Je vous ne allez fais voir. rien. Ça va être très sympathique. Si vous pouvez même parler. Et voyez, on est tranquille. Donc, en fait, je disais que vous avez une énorme palette, parce que quand même, vous passez de l'humour, de l'humour populaire aux pièces les plus classiques, au théâtre. Mais d'abord, vous étiez prof de philo. Ça fait quand même très sérieux. C'est une façon Ça va durer d'enseigner. longtemps. Alors, j'ai compris, mais quand même, il faut y arriver. Donc, vous avez quand même, vous, étudié pour ça, et vous y êtes arrivé. Et puis, vous avez gardé de ça, en tout cas, le goût de la transmission. Donc, c'est peut-être pas, c'est une autre manière d'enseigner, en fait. C'est vrai, c'est Et juste. vous avez pris apparemment votre métier comme, justement, une manière d'enseigner, de transmettre. J'ai compris que c'était tellement important pour vous, la transmission, transmettre les fondements. Et puis, j'ai compris aussi qu'il y avait eu un moment tellement traumatisant dans votre vie. Vous avez dit que ça avait volé en éclats après le divorce de vos parents. Et d'une certaine manière, la transmission, elle s'est interrompue. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais comme vous dites, vos parents ont pensé que c'était mieux pour vous d'aller en pension. Et du coup, vous avez été coupé de vos racines, puisque j'ai compris que les racines, c'était quand même très, très important. Très important. Et cette manière d'avoir été coupé des racines, ça a été très difficile. Et finalement, vous avez dit, je mériterais d'être juif. Alors, moi, je dis oui, à plusieurs égards. Et déjà parce que quand on fait face au tragique avec l'humour, eh bien, on se dit que c'est le propre même de l'humour juif. C'est vrai. Alors, vous avez su, en tout cas, puisque dès que vous êtes justement dans ce milieu-là, vous commencez à faire rire les autres. Et c'est comme si, d'une certaine manière, vous essayez de mettre du baume à vos plaies, de penser, en fait, les plaies qui sont compliquées, là, de cet éloignement, de cette séparation. Et ça se passe quand même très bien. Je pense que justement l'humour, c'est, je dis que l'humour c'est contre le tragique, et c'est pour partager ses déboires sans se dévoiler et pour pouvoir se raconter sans être impudique. Et je pense que c'est ça que vous faites tout le temps. Et donc vous le faites avec brio. Et je comprends aujourd'hui que justement ce n'est pas par hasard. Vous avez un solide background. D'ailleurs, vous avez fait un pas de côté pour penser la vie et l'essence, l'existence avec la philosophie. Vous avez vous-même vécu des choses difficiles et vous avez réussi à surmonter tout ça et à être plein de gaieté, de joie. Ici, on vous a vu. Vous n'avez pas que ça. Vous êtes dans la profondeur, plein d'émotions. On voit pas ça toujours dans les imitations et dans tout ça. Par contre, dans les pièces de théâtre, plus. Et puis, ce moment où vous dites que le meilleur âge, ça devait être dans le ventre de votre mère. C'est quand même très beau. N'est-ce pas? La bonté, la générosité, tout ça. Donc, ça m'a fait penser à cette injonction, puisqu'on a parlé des racines et des ailes, mais dans la pensée juive, dans l'histoire juive, il y a ce parcours incroyable qui est fait par Abraham, à qui on dit Lech Lecha, c'est-à-dire va vers toi.
Mais ce mouvement d'aller vers soi, ça veut dire quitte ton père et ta mère. Donc au fond, c'est exactement ce que vous avez dit à plusieurs moments de l'émission. Il faut savoir aller au fond de soi. Je vous ai dit, je mérite. Voilà, c'est ce que je dis. Hein. C'est ce que j'ai dit. Je mérite. Oui, d'ailleurs, dans la manière que vous avez eu de parler de vos enfants merveilleux, votre fils c'est moi en mieux. Alors là, vraiment, vous m'avez fait penser à cette blague juive qui dit qu'est-ce qu'un père juif? Une mère normale. Ça, je trouvais que ça vous allait très très bien, n'est-ce pas? Et ce goût que vous avez pour la transmission aussi, ça rejoint, on l'a déjà dit tout à l'heure. Et puis cette manière que vous avez d'être assez modeste, hein, quand même, vous racontez avec drôlerie cette histoire de rencontre avec Jerry Lewis, comme extraordinaire. Aznavour, je comprends donc que ces gens-là, ils auraient pu vous dire de partir. Non, ils ont senti qu'il y avait quand même quelque chose chez vous de sincère, d'authentique, et ils ont eu envie de tenter quelque chose avec vous, jusqu'à aller dans cette petite pizzeria là qui a l'air truculente. On a imaginé la scène quand vous l'avez rencontré, quand vous l'avez raconté tout à l'heure. J'ai trouvé ça magnifique, et vous l'avez dit avec beaucoup d'humilité en fait. Oui. Voilà, donc les grands, c'est toujours les autres. Alors que bon, c'est pour ça que je disais, nous quand même, quand on vous rencontre, c'est quand même un peu vous, hein, le grand personnage. Voilà, et alors vous m'avez fait penser à une petite histoire. Alors je l'ai déjà raconté, mais vraiment, vous allez voir, ça lui va trop bien. C'est un rabbi qui meurt, un grand rabbi qui enseigne, et tout le monde écoute son enseignement, et puis son fils le remplace. Et alors toute la communauté écoute les enseignements, et au fur et à mesure ça commence à avoir, ça gronde un peu dans les rangs, parce que on dit mais je comprends pas, tu fais pas comme ton père quoi, qu'est-ce qui se passe? Alors il dit comment ça? Il dit mais oui, regarde, tu le respectais pas ton père? Il dit mais je le respectais magnifiquement, mais tu ne trouvais pas qu'il était formidable? Mais bien sûr, c'était un grand homme. Mais alors quoi? Il dit mais je fais exactement comme mon père, il n'imitait personne et moi non plus. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal, que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio J. Ouais, c'est bien. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Michel Leb, c'est déjà la fin de cette émission. C'est une blague. Mais non. C'est horrible. Pourquoi horrible? Parce que je suis bien avec vous. Ah, on est bien aussi avec vous. Je vous avais dit que ça passerait très vite. Vous m'avez dit que ça va être long. Hein. Je vous ai dit, ben non. Tout passe vite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michel Leb. Vous êtes venu nous parler de la pièce Les Pigeons, que je recommande chaudement, avec Francis Huster, Chloé Lambert et Philippe Vieux, jusqu'au 25 novembre au Théâtre des Nouveautés, le jeudi au samedi à 21h, samedi à 16h30 et le dimanche à 16h, en tournée dans toute la France à partir de janvier. Un tout petit mot de la fin qui vous revient. Je dois dire un petit mot. J'espère que vous avez été bien tous pigeonnés par ces aventures. Mais en tout cas, moi, je ne cherche pas à pigeonner personne. Je suis très heureux d'être là. Et j'aimerais bien dire un mot à mes amis israéliens qui sont partout, qui sont autour de nous. Leur dire que je suis avec eux du fond du cœur. Et que la vie est longue. En fait, elle n'est pas longue, elle est large. Merci Michel Leb. Merci beaucoup pour vos mots très touchants sur Radio J aujourd'hui, qui nous font chaud au cœur. Merci à l'artiste Raphaël Pérez pour ce projet Israeli Jazz d'avoir été mon coup de cœur sur Radio J. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Benjamin Arnaud qui fête ses 27 printemps. Bon anniversaire mon Ben, et merci encore pour tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, et rendez-vous lundi dès 15h avec Noémie Delattre sur Radio J. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos.